Salut Henri. Bonjour Emmanuel, comment allez-vous? Je vais bien. Dites-moi, il y a quelque chose qui me turlupine un petit peu, c'est cette histoire de vidéo de Francis que nous avons mis en ligne et qui a quand même fait un score assez étonnant pour un petit blog comme le nôtre, spécialisé, on peut le dire, dans les problèmes fiscaux. Il a quand même fait plus de 10 000 vues, tout confondu. Moi, maintenant, je pense qu'il doit être vers 12 000 vues. Oui, tout parce confondu. qu'il est encore regardé. Voilà. Oui. Et il y a quelque chose quand même qui m'étonne un peu, puisque cette vidéo, moi-même, je l'ai envoyée à certains journalistes, et je l'ai envoyée, je dois le dire, à tous les députés français. Oui, oui. Alors, je suis complètement d'accord avec vous. Et Alors, il n'y a aucune retombée. Oui, absolument. Alors, les chiffres, d'abord, elle a été vue plus de 6500 fois chez nous, sur notre blog. Elle a été vue plus de 3000 fois sur YouTube. Elle a été vue sur Objectif Éco, je crois, 1 millier de fois. Donc, effectivement, on a largement dépassé les 10 000 visiteurs et elle est encore vue. Et Donc ça fait du monde. Oui, ça fait du monde et c'était un événement. On peut dire que Francis Lepoisa a été ce que l'on appelle un lanceur d'alerte. Oui. Et alors, effectivement, c'est complètement stupéfiant qu'il n'y ait eu aucune reprise dans la presse classique. Ouais. Alors, c'est vrai, vous l'avez envoyé aux députés. Bon, alors je peux comprendre qu'ils ne le lisent pas, parce que disons que c'est leur assistant qui, en fin de compte, font remonter l'information ou pas. Alors je peux comprendre aussi que cette vidéo n'était pas très confortable au niveau du son, mais quand même, c'est un sujet extraordinaire. Non, on a vu des vidéos espions avec des images et du son beaucoup moins bons. C'est vrai. Hein, bon, alors, moi je suis complètement d'accord avec vous. Il y a vraiment un truc qui ne va pas, mais pas du tout. Alors, on va parler chiffres un petit peu. Qu'est-ce que nous dit Francis de très significatif? Il nous dit que, grosso modo, qu'est-ce qu'il révèle, il révèle que 50% à peu près des redressements Grosso fiscaux modo, oui. ne sont basés sur rien de crédible. Oui. Alors, ça va de la pénalité inutile à je ne sais pas quoi, mais par exemple pour nous ça va sur des évaluations fantaisistes de stock, ça va sur des recalculs complètement fantaisistes aussi de chiffre Sans d'affaires, preuve, etc., tout ça. du truc, voilà. Donc 50%. Alors qu'est-ce que ça fait 50%? 50%, ça fait tous les ans à peu près 250 000 personnes qui sont touchées, puisqu'il y a à peu près 500 000 redressements en tout. 250 000 personnes qui sont touchées, pour un montant qui va osciller entre 5 et 9 milliards. C'est pas une petite somme, tous les ans. C'est pas une petite somme. Tous les ans. Si on compare avec un élément qui fait de la presse, on va parler des retours en Suisse. Alors, combien de comptes en Suisse? Les comptes français estimés en Suisse, fourchette large, 80 000. 80 000. Bon. Pour 80 000 sur 30 ans. Oui, oui. Il y a des comptes qui sont là même depuis plus de 30 ans. Avant la Il y a guerre. 80 000 en tout. Avant la guerre, Alors même. que nous, on parle de... On parle, nous, de chaque année. De chaque année. On parle de 250... Depuis X années. Oui, on parle de 250 000 personnes tous les ans, qui ne sont jamais les mêmes. Personne n'est entreprise, il n'y a pas que... Oui, personne n'est entreprise. Bercy et les journaux mettent en avant, à grand renfort de colonnes, le retour de 23 000 dossiers pour 1 milliard 823 000 dossiers, qui font des pages, la une des journaux. Oui. Pour 1 milliard 800. Nous, on est à 250 000 pour 5 à 9 milliards. Donc, quand même, là, Et ça on a la n'intéresse personne. preuve. C'est pas que ça intéresse personne. On a la preuve de la propagande. Oui. C'est pas que ça intéresse personne, puisqu'il est venu 10 000 personnes. Ah oui, non, mais au niveau d'Internet, ça a été une propagation assez importante. Mais il n'y a eu aucune retombée officielle. Voilà. Ça veut Ça veut dire que assourdissant. c'est la force de la propagande. Ça veut dire que ce que l'on dit n'est pas audible. Oui, c'est ça. C'est pas audible parce qu'il y a une propagande qui tente à faire croire que Bercy est une entreprise honnête, qui prélèverait de l'argent chez des gens richissimes, qui n'en ont donc pas besoin, pour le répartir à des gens pauvres. Mais c'est pas du tout ça. On sait par Francis, et on a eu d'autres Oui, témoignages. parce que quand même, il a 37 ans de service. Oui, c'est pas n'importe qui. Il s'est baladé dans à peu près toute la France, Oui. puisqu'il est même allé, me semble-t-il, à la DNEF, à Paris. Donc, il a vu quand même des choses
que le petit inspecteur de province qui bouge pas de son coin verrait moins. Lui, il a vu vraiment comment ça se faisait. Je pense qu'on peut dire que Francis est un honnête homme, c'est absolument certain. C'est un monsieur qui nous a montré ses états de service, qui a toujours été parfaitement bien noté par sa hiérarchie. Ouais. Donc, et nous avons eu d'autres personnes qui, pour l'instant, ne souhaitent pas être dévoilées personnellement, mais qui nous ont confirmé les dires de Francis. Oui. Donc non seulement c'est un homme de qualité, mais en plus il nous a été confirmé que ces dires sont vrais. Donc c'est vrai. Donc on est vraiment dans un schéma de propagande, c'est-à-dire, parce que je ne crois pas qu'il y ait une espèce d'hormeta, c'est-à-dire je ne crois pas que la presse reçoive des ordres. Non, elle s'autocensure. Elle s'autocensure parce que la totalité du pays est victime d'une propagande, c'est-à-dire je pense que la majorité des Français ne peut pas regarder en face la vérité, ne peut pas regarder que le fisc vole, parce que c'est du vol, fraude, à une échelle sans commune mesure. Nationale. À une échelle nationale. Et oui, sans commune mesure avec ce qu'ils nous reprochent. Hein. Donc, c'est quelque chose qui, effectivement, aurait dû faire la une des journaux. Parce que quand même... Parce que sur les 10 000 visiteurs que nous avons eus, il y a eu fatalement des journalistes. Bien sûr. C'est inévitable. Oui, bien sûr. Professionnel. En plus, moi, je l'ai envoyé à plusieurs journalistes, donc on ne peut pas dire qu'ils... Voilà. Donc, ils n'ont pas relevé. Ils n'ont pas. Alors que dans ce genre-là, nous avons des informations, je dirais, au niveau du ridicule, mais qui sont toujours dans le sens de la soi-disant fraude. Voilà, c'est ça. Et ceux-là apparaissent nettement. Quand on voit ça, on s'aperçoit que les 400 millions de tapis, c'est de la rigolade. Ouais. C'est de la rigolade, d'autant plus qu'on les lui a volés pour de vrai. Hein. Et 400 millions, c'est de la rigolade par rapport à la prédation, au vol dont nous sommes les victimes, au pillage. Parce qu'en plus, ce pillage, comme vous dites, fait que tous les ans, il y a des milliers de personnes qui sont ruinées, qui restent sur le carreau, qui disparaissent. Qui disparaissent puisqu'ils sont complètement à la rue. Oui, on parlera de ça d'ailleurs. Et ça émeut personne. On parlera de ça, des exterminateurs. C'est-à-dire, parce que dans cette logique de pillage, il faut automatiquement qu'il y ait des exterminateurs. Vous ne pouvez pas laisser des gens piller. Nous, pourquoi on parle? On parle parce qu'on a été pillé et qu'on est encore là. C'est-à-dire qu'on a réussi à tout en étant pillé, on n'a pas été... Il nous reste que la parole. Oui, on n'a pas été mis carrément au caniveau tout de suite. On n'y est pas encore. Bon. Donc on parle. Donc si vous voulez, quand les gens sont comme ça volés, il faut absolument les éliminer. Donc il y a des exterminateurs, exactement comme faisaient les Allemands, sauf que là, les exterminateurs ne sont pas physiques, ils sont purement économiques, et ce sont les tribunaux de commerce et les liquidateurs. Pour les entrepreneurs, et puis pour les particuliers, c'est le surendettement. Donc une fois que vous avez franchi ce pas, c'est-à-dire que quand vous êtes en surendettement, ou quand vous êtes en dépôt de bilan, vous êtes liquidé. Le système est fait pour vous liquider. Vous n'en réchapperez pas. Donc ce sont des liquidateurs. Donc tout ça, si vous voulez, c'est une logique tenue par une propagande, mais dont les gens n'ont pas conscience. C'est exactement comme lorsqu'on disait... Ou alors est-ce qu'ils ne veulent pas voir? Non, ils n'ont pas conscience. Je pense qu'ils n'ont pas conscience. Non, je pense qu'ils sont de bonne foi. Moi, je suis absolument convaincu que la majorité des gens est de bonne foi. La majorité des gens est honnête. On le voit dans cette économie parallèle qui s'est mise sur le net, que ce soit Blablacar, machin, tout ça, le Bon Coin, tout, vous tombez que sur des gens honnêtes. Oui, alors, quand il y a deux ou trois escrocs, il y a 99% sont honnêtes. Les gens sont honnêtes. Ouais. Donc les gens ne sont pas malhonnêtes. Donc cette histoire de fraude fiscale, elle n'existe pas. Moi, je l'ai toujours dit et pressenti, mais on le sait formellement depuis Francis, et ce qu'on sait formellement, c'est que c'est inaudible. Voilà. C'est inaudible parce qu'il y a une propagande terrible qui fait que les gens ne sont pas prêts à entendre ça. Donc on a beaucoup d'explications à faire, on a beaucoup de textes, beaucoup de vidéos à faire pour que les gens comprennent l'équilibre des choses et comprennent, comme, vous savez, quand on voit, nous on n'y était pas bien sûr, mais quand on voit des films sur l'esclavage, en Amérique, hein, et puis dans nos colonies à l'époque, hein, mais la plupart des esclaves considéraient qu'ils ne pouvaient pas être autre chose qu'esclaves. Et la plupart des employeurs d'esclaves, considéraient qu'il était légitime qu'ils aient des esclaves. C'est dans l'ordre des choses. Ouais.
personne, les gens, contrairement à ce qu'on pense, les gens n'étaient pas scandalisés. Ils sont scandalisés aujourd'hui, mais à l'époque, non, c'était la nature des choses. Oui. Voilà. Et là, c'est pareil, c'est la nature des choses que les gens soient taxés. Et on ne peut pas imaginer que ce soit fait d'une façon aussi malhonnête, et c'est-à-dire d'une façon sans fondement. Et alors, ce que révèle aussi Francis, ça, nous le savions quand même, mais, nous, ce qu'on savait, c'est parce qu'on l'avait vécu, mais on n'avait pas de preuves là-dessus. C'est quand même que l'entreprise qui est abusée fiscalement va au tribunal administratif. Et là, donc, nous savions qu'il y avait une connivence entre les juges, entre le rapporteur public, soi-disant rapporteur public indépendant, et Bercy. Et Francis confirme ce que nous subodorions, mais c'est qu'il y a une véritable connivence, puisque tous, ils viennent du même côté. Ils arrivent tous de Bercy. Mais cette connivence, elle n'est pas... Enfin, moi, je pense qu'elle n'est pas manichéenne. Elle est toujours la même chose. Elle est parce que c'est une pensée globale. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est une croyance. Oui. Voilà. Donc cette croyance fait qu'il se passe des choses qui sont complètement scandaleuses, vues à froid, mais qui, dans la logique de cette croyance, paraissent naturelles à tout le monde. Moi, je vois quand je poursuis cette présidente du tribunal administratif à Montpellier, mais les magistrats ne comprennent pas pourquoi je fais ça, et elle se demande pourquoi elle est là. Elle ne se rend même pas compte de ce qu'elle fait. Elle a l'impression que ce qu'elle fait, c'est bien. C'est parce que c'est ça, donc cette propagande, on en a. Moi, je pense que la prise de conscience, alors il y a des jeunes qui arrivent, je pense que les jeunes sont conscients, mais ils ne sont pas encore au pouvoir, ces jeunes qui arrivent. Et donc, non, mais enfin, si on a les mêmes jeunes que nous étions jeunes en 1968, en faisant cette grosse révolution, soi-disant, et on est tous devenus des babacools. Hein, et bon, ça n'a pas donné grand-chose. Non, on n'est pas devenus des babacools, on est devenus des vieux. Oui, mais un jeune, ça devient un vieux. On n'a pas transformé le monde. Ah si, complètement. Vous trouvez qu'on a transformé le monde? Ah bah complètement, 68 a complètement changé la société. Ah bah ça, on ne peut pas dire le contraire. La société n'a plus rien à voir avec celle qu'on a connue. Et maintenant, il y a une transformation importante à faire, et je pense que les jeunes qui arrivent vont la faire, bien sûr. Oui, moi j'étais avant 68, je travaillais, je me rappelle très bien comment c'était. Bon, mais ça a complètement changé. Non. Ouais. Ah si, attendez, le sac, le machin, enfin, De Gaulle, tout le bazar. Non, mais d'accord, mais pas... non, voilà, ça n'avait bien sûr, politiquement, mais économiquement... Oui, économiquement, aucun rapport. Non, avant 68, c'est... Alors, par contre, effectivement, maintenant, il y a des défauts. Il y a effectivement besoin d'un nouveau changement, ce qui est quand même normal. 68, il y a 40 ans. Hein. Ouais. C'est quand même un peu normal que ça a vieilli. Hein. Donc, c'est à rénover. Il faudra nettoyer les tuyaux. Alors, dans cet espace où il va falloir faire preuve de pédagogie pour expliquer ce que nous avons appris, nous, sur le tas. On n'a aucune... nous ne sommes pas des scientifiques. Hein, non, parce qu'on croyait comme les autres. Comme ça fait 5 ans qu'on y réfléchit, ça peut aider ceux qui commencent. Quoi. Donc, alors, moi, je voudrais parler pareil, au niveau des chiffres, je voudrais parler dans cette logique de propagande, les détenteurs du capital. Donc, on nous dit il y a 1% des Français qui possèdent le capital. Donc ça fait 600 000 personnes. Alors ces gens, c'est épouvantable. C'est épouvantable parce qu'ils ont le capital et puis il ne faudrait pas qu'ils l'aient. Moyennant quoi, c'est les autres qui l'auraient. Alors là, déjà, il y a une erreur de fond. Si ces 600 000 personnes n'avaient plus le capital, c'est pas pour autant qu'ils seraient émiettés entre tout le monde. Parce que ce capital, c'est l'outil économique du pays. Donc l'autre solution, c'est qu'au lieu d'être entre les mains de ces 600 000 personnes, il soit comme en Chine, entre les mains de l'État. Alors, est-ce que ça serait plus juste? Alors, j'ai fait un petit calcul qui est ce qu'il est. Je me dis que si on était dans un système chinois où le capital est entre les mains de l'État, qui disposerait de ce capital? Alors, on peut dire qu'il y aurait les maires des communes de plus de 10 000 habitants, probablement. Ouais. Bon, ça, il y en a 1000. Il y aurait les présidents de département. Il y en a 101. Il y aurait les députés et les sénateurs, 577, 348, qui seraient aux manettes. Une vingtaine de ministres. Ils ont combien de députés chez eux? Non, chez nous. Ah, chez nous. Chez nous. C'est les chiffres de chez nous, ça. De chez nous. Si nous fonctionnions comme la Suisse, comme la Chine, pardon. Si nous fonctionnions comme la Chine, voilà ce que ça donnerait chez nous, avec nos structures. 20 ministres, et on peut considérer qu'il y aurait à peu près 1000 administratifs de haut niveau qui auraient aussi... Les énarques. Qui auraient accès au capital. Hein. Donc ça nous fait 3000 personnes. Donc d'un côté, le capital est partagé entre 600 000 personnes, et là, 3000 personnes. Oui, mais ça serait pour le bien commun, vous savez bien. Non. Si on va au 1 pour 1000,
qui sont encore les plus riches, qui eux sont vraiment les maîtres du jeu, par exemple, ils sont donc quand même 60 000 encore, les 1 pour 1000, pour 3 000. Donc ça veut dire que la répartition du capital est déjà plus juste quand elle est faite librement que si elle était faite politiquement. Il y a aussi une autre chose à laquelle il faut penser, c'est que dans le premier système où le capital est privé, donc il est, un, mieux réparti, et puis deux, il répond à une logique de clientèle. Donc, si vous voulez, le consommateur, quelque part, est un peu le patron, c'est l'économie libre. Le consommateur est un peu le patron, or nous sommes 60 millions de consommateurs. Tandis que dans le cas où le capital est entre les mains du politique, on n'est plus en tant que consommateur, on est en tant qu'électeur. Alors, électeur, on ne compte qu'à partir du moment où on fait partie du groupe majoritaire. C'est-à-dire, on ne compte pas en tant qu'individu. Le consommateur compte comme individu, l'adhérent au parti, par exemple, s'il est communiste, à l'heure actuelle chez nous, il n'a jamais la voix dans ce qu'il voudrait. Bon. Non, ça c'est sûr. Voilà, donc si vous voulez, s'il est socialiste, ça va pour le moment, s'il est UMP, il n'a pas la voix. Voilà, donc il n'a pas les sous. Voilà, c'est les républicains maintenant. Voilà. Donc c'est très important. Alors, on voit bien ce que fait ce genre de choses. Si vous voulez, dans la construction immobilière, tout le monde connaît, et aujourd'hui, les jeunes ne peuvent pas s'acheter de maison. Hein, soit ils en ont déjà une par les parents, mais s'acheter une maison aujourd'hui, c'est pas mission impossible, c'est trop cher par rapport aux revenus. Comment ça s'est passé? Si vous voulez, dans la construction, quand elle était libre, il y a eu un opérateur significatif, c'est-à-dire un promoteur ou un entrepreneur significatif, à peu près par tranche de 100 000 habitants. C'est-à-dire que sur l'ensemble du territoire, il y en a 600. Aujourd'hui, le pouvoir de la construction est entre les mains des présidents d'agglomération, il y en a 213. Donc déjà, là, c'est pareil, on a une division par 3. Et puis le résultat, c'est qu'aujourd'hui, les projets d'urbanisme répondent à des données politiques et non plus à des données de consommateurs. C'est-à-dire que ceux dont les gens ont besoin ou ceux qu'ils désirent, non, ça répond maintenant à la clientèle. Voilà. Et donc, en réalité, ça ne marche plus. Le bâtiment sinistré. Voilà. Donc, je pense que les gens qui enfourchent le cheval de Piketty et qui se mettent à crier haro sur le baudet, se trompent lourdement, parce que je pense qu'ils vont échanger leur cheval borgne pour un aveugle. Et de toute façon, ils n'auront jamais le capital. Le capital... Non, ça, ils ne l'auront jamais. Mais non, ils confondent argent de consommation et puis capital. Le capital, ce n'est pas du tout l'argent de la consommation. Le capital, c'est l'outil du monde économique et point. Voilà, il faut que quelqu'un l'ait et quelqu'un commande avec. Voilà, donc c'est une première idée déjà qu'on peut mettre un peu en avant pour faire comprendre, pour essayer d'expliquer cette différence qu'il y a et cette propagande qui nous empêche de voir des choses comme ça. Parce que là, c'est pareil. Ce qu'on dit là, il n'y a pas un seul journal qui va le dire, la presse ne le dit pas. Par contre, Piketty, ça a fait des pages, des pages, des pages, des pages. Voilà. Donc on est vraiment dans... Si, il n'y a que Bernard Zimmern qui s'insurge contre Piketty. Non, mais il n'y a plus que Zimmern, mais c'est très peu repris. Bien sûr qu'il y a des gens... Bon, quelle est votre dernière lecture? Alors ça, je vous le conseille. Hein. Qui est Charlie Emmanuel Todd? Alors ça, si vous voulez savoir ce que c'est un socialiste collectiviste prétentieux et à mon avis pas très malin, il faut lire ça. Alors là c'est le pompon du pompon. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Il y a toutes les tares. Alors, premièrement, voilà un garçon. Alors, si vous voulez, ma vie m'a appris, j'ai rencontré dans mon métier beaucoup d'hommes politiques. Alors, il y a deux types d'hommes politiques. Il y a celui qui a le regard sur les bureaux de vote et qui compte chaque bureau de vote. Tant de gens pour moi dans ce bureau de vote, tant pour mon ennemi, qu'est-ce que je fais pour en prendre 4 ou 5 ou les 10 qu'il me faut pour les mettre chez moi, etc. Donc il y a ça existe, on peut dire comme ça. Je déteste ça, et je pense que c'est vraiment des rats inutiles. Bon. Et puis il y a l'homme politique qui se présente en disant, voilà, moi j'ai un projet, voilà ce que je veux faire pour vous. Alors ça peut être un projet urbain, ça peut être un projet de société, ça peut être, enfin, quel que soit le projet, il part avec un projet. Celui-là est respectable. Alors lui, c'est donc que des comptes d'apothicaires de bureaux de vote. Et il arrive à faire des cartes absolument extraordinaires où il fait des amalgames. Et par exemple, si une région a voté à droite, il en déduit que les habitants de cette région ont tel profil. C'est-à-dire qu'il fait un profil
avec une majorité qui peut être de 1 ou 2%. Hein. On ne sait pas, une majorité, ça n'a jamais représenté. On ne peut pas faire. Et donc, il fait cet amalgame. Surtout la majorité qui vote, hein, parce que il y a déjà beaucoup il y a d'abstention. beaucoup d'abstention. Ah oui, alors. Donc, si vous voulez, pour vous donner un exemple des lieux communs, voilà ce que on fait au hasard. Hein. Ce n'est pas la religion qui a déterminé l'adhésion à un projet économique, c'est le reflux de la religion qui a conduit à son remplacement par une idéologie, en l'occurrence à la création d'une idole monétaire que l'on peut à ce stade de l'analyse appeler indifféremment euro ou veau d'or. Non mais c'est vraiment d'une platitude. Et alors, et à la fin, toujours pareil, c'est un petit peu comme le grec là, le ministre des Finances grec. Alors à la fin, dans son propre livre, évidemment, eh ben, il se contredit. Et il nous dit ceci, je pense, alors après avoir donc fait des amalgames constamment et avoir prétendu définir les régions en fonction des majorités, il écrit je pense avoir montré en 1994, dans Le destin des immigrés, que prétendre décrire les personnes d'origine musulmane dans le cadre d'une communauté était une entreprise absurde. C'est-à-dire que ce qui fait pour tous les Français, ils considèrent que ça ne peut pas se faire pour les musulmans. Ben, évidemment, ça ne peut se faire pour personne d'ailleurs. Hein. Ça ne peut pas se faire pour personne. Alors, voilà un garçon qui sépare le monde en deux. Les gens qui sont pour l'égalité et les gens qui sont pour l'inégalité. Il ne parle pas des gens qui sont contre l'égalité, il parle des gens qui sont pour l'inégalité. Alors c'est assez amusant parce que visiblement il n'est pas pour l'égalité intellectuelle parce que lui il a l'air de penser qu'il est vraiment nettement au-dessus du lot. Tout particulièrement de nous bien sûr, hein, qui sommes si peu, et puis de tout le monde en règle générale. Il est très au-dessus, d'ailleurs il s'appelle lui-même un intellectuel et un scientifique. Et donc, cette inégalité ou cette égalité, elle n'existe pas pour lui intellectuellement. Je suppose qu'elle n'existe pas sportivement, je suppose qu'elle n'existe pas culturellement, et je suppose qu'elle n'existe que économiquement. C'est-à-dire qu'il est un fanatique de l'égalité, mais strictement pour les sous. Donc je pense qu'il n'a pas envie d'avoir des équipes de football où tout le monde est au même niveau, il n'a pas envie d'avoir des scientifiques où tout le monde est au même niveau, il est évident, mais par contre pour l'économie, oui. Donc ça veut dire que je pense qu'il faut l'avoir lu parce que c'est pareil là, vous voyez, c'est un peu ce qu'on appelle la propagande, parce que ça a quand même fait la une de tous les journaux. Hein. Tous les journaux. Et vous ne pouvez pas me dire qu'une personne normalement constituée peut lire ça en trouvant que c'est intéressant. C'est pas possible. Et ou en trouvant que c'est intelligent, parce que c'est pas possible. Alors, c'est compliqué, certes. Oui, c'est basé sur des données, moi je trouve, probablement très relatives. Mais bon, il y a une consistance. Ce monsieur a effectivement des connaissances. Donc il en fait état. Mais pour un fil de philosophique complètement... Bon, voilà ce que je voulais dire. Oui, donc si vous voulez, il faut lire quand même ces gens qui sont... ces gens qui font... Je ne lirai pas. Non, vous ne lirez pas. Oui, mais enfin, c'est ça qui fait la propagande. Oui, absolument. C'est ça qui fait ce qui fait que c'est nous tue. Oui, mais... oui, mais c'est quand même grave. Hein, et parce que si on ne lit pas ce que dit la propagande... C'est dommage parce qu'il a le même prénom que moi. Bon, allez, à bientôt. À bientôt, au revoir.